Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Je sais que les mannequins sexy existent, cependant l'idée d'une tombe sexy n'existait pas jusqu'à ce que Victor Noir soit mis en place. Victor Noir est également devenu un symbole de l'opposition au régime impérial. Il fait partie de ceux dont on se souviendra dans la mort plutôt que dans la vie. Sa mort a choqué beaucoup de monde et a conduit à des centaines de milliers de personnes qui ont gémi et protesté. Dans d'autres lieux, il est également considéré comme une personne porteuse de chance et un symbole de fertilité. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un voyage intrigant dans la vie de Victor Noir et de la tombe la plus sexy du monde. Premier chapitre, les débuts de la vie et la famille. Victor Noir est né le 27 juillet 1848 à Attigny, une commune située en France. Il est issu d'une famille chrétienne et son père est passé du judaïsme au catholicisme. De plus, son père était cordonnier de profession. Chapitre 2, la carrière. Victor Noir est le nom qu'il a adopté comme double nom littéral ou nom de plume en reconnaissance du nom de famille de sa mère. Il a commencé sa carrière en s'engageant activement dans le journalisme. Il a dû changer de lieu de résidence et s'installer en France pour exercer sa profession. Son rêve est devenu réalité, sa première mission est d'être apprenti journaliste pour le journal La Marseillaise. Le journal La Marseillaise en est alors à ses débuts et cherche des rédacteurs. Victor Noir est engagé aux côtés de Jules Valls, Gustave Florent, Arthur Arnold et Pascal Grousset. Tous travaillent pour Henri Rochefort, qui a fondé le pôle journalisme le 19 décembre 1969. Chapitre 3, la fusillade. Le contexte des incidents de la fusillade commence en décembre 1969, lorsqu'une intense rivalité éclate entre les deux journaux corses, le royaliste L'Avenir de la Corse, édité par Della Rocca, qui était agent du ministère de l'Intérieur, et le radical La Revanche, qui était motivé par Grousset. Napoléon est le premier noyau de concentration de l'incentive de La Revanche. La première étape de l'événement a eu lieu le 30 décembre lorsque le prince Pierre Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III, qui a régné pendant plus de 2 décennies à cette époque, et également neveu de Napoléon, a édité une lettre au nom de l'Avenir. De plus, le prince Bonaparte a montré son mécontentement à l'égard de La Revanche en les qualifiant de traîtres et de lâches. La lettre parvient à son destinataire, Grousset, après avoir été acheminée avec succès de Bastia à Paris par les messagers. Grousset prend le message de manière offensive et furieux, il commence à planifier sa prochaine stratégie de riposte. De plus, à cette époque, la Marseillaise est alliée à La Revanche. Le prince Bonaparte, voyant le type de coalition que La Revanche et la Marseillaise avaient construit, s'adressa courageusement à la Marseille en disant à Henri Rochefort qu'il était venu en paix et qu'il pourrait peut-être résoudre le problème. Car son intention principale était de sauvegarder sa famille. En réponse à cette lettre, Ulrich de Fonvielle et Victor Noir sont envoyés le lendemain comme médiateurs pour résoudre le conflit qui fait rage entre les deux parties. Tous deux sentent de loin le danger potentiel car ils ne peuvent exclure la probabilité que la résolution d'un duel puisse faire d'eux un appât. C'est pourquoi ils portent une arme de poing à des fins de défense. Cependant, l'envoi de ces deux personnes était contraire à leur coutume, car ils étaient censés envoyer ceux qui se trouvaient en dessous de leur hiérarchie pour rencontrer le prince Bonaparte. Les deux hommes ont fourni une lettre portant la signature de Grousset pour montrer qu'ils ont été légitimement envoyés par lui et qu'ils ne se sont pas fait passer pour des espions. À la lecture de la lettre, le prince Bonaparte décline la proposition. De plus, il est furieux car il veut rencontrer Henri Rochefort en tête-à-tête au lieu de se battre avec ses serviteurs. Noir se rend compte aux risques auxquels ils sont exposés et commence à préparer leur sortie. Noir continue de défendre sa position, mais la rage du prince Bonaparte est à son comble, au point qu'il se gifle lui-même. En dernier recours, une fusillade éclate et Victor Noir est abattu. Tout cela s'est passé le 11 janvier 1870, alors qu'il était la victime des circonstances et non la cible principale. Chapitre 4, les suites de sa mort. Après la mort de Victor Noir, un tollé et un deuil commencent le 12 janvier 1870, ce qui suscite l'intérêt d'Auguste Blanqui, un activiste politique. La cérémonie funéraire se déroule au cimetière de Neuilly et est marquée par une réforme affluente de plus de 100 000 personnes. Les républicains considèrent la présence du cortège comme une allégeance à la fidélité, car il s'agit d'un devoir civique. L'enterrement n'est pas la fin de l'histoire, car la disparition est accompagnée de nombreuses manifestations violentes et de la fureur de la population qui veut que Pierre, qui est juge, rende le prince Bonaparte responsable de ses actes. De même, la foule est mécontente de la manière dont Pierre gère la situation et ne cesse de retarder la justice. Inversement, le juge travaillait sous les ordres de l'empereur qui était lié au prince Bonaparte. Il est donc techniquement difficile pour le juge de le persécuter, car de telles actions lui auraient également valu des ennuis.
On dit que la justice différée est justice refusée, et malheureusement la protestation n'a pas duré longtemps, car des intrigues plus intéressantes ont fait surface et la mort de Victor Noir est devenue une chose du passé, puisqu'il a été oublié pendant 2 décennies. A l'inverse, sachant que le pouvoir vient d'en haut, il y eut des révolutions visant à détrôner l'empereur. Le règne de l'empereur est affecté par la guerre franco-prussienne du 4 septembre 1870. La bataille a été couronnée de succès car un nouveau dirigeant est arrivé, ce qui a facilité la formation de la Troisième République. Plus tard, en 1891, la disparition de Victor Noir refait surface lorsque sa dépouille est transférée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Chapitre 5, la tombe de Victor Noir. La tombe de Victor Noir a attiré l'attention du monde entier et des citoyens français. Il est amusant de constater que c'est à cause de la conception de la tombe que la plupart des gens se souviennent de Victor Noir. Car beaucoup de gens ne prêtent pas d'attention à son histoire parce qu'elle n'est pas bien connue. L'architecte de la tombe, Jules Dalou, s'est vu confier la tâche de créer une sculpture qui ressemble à Victor Noir en souvenir de son martyre. Pour commencer, Jules Dalou a dessiné des croquis afin d'articuler la représentation visuelle de la sculpture. Une fois que l'esquisse est bien intégrée à sa description, une autre idée a germé dans son esprit. Il s'agissait de savoir comment il allait positionner sa structure sur la tombe. La plupart des tombes sont conçues de manière à ce que la sculpture soit tournée vers le haut. Mais Jules Dalou a eu l'idée unique de placer sa sculpture à plat vers le sol. Pour positionner sa sculpture, Jules Dalou s'est inspiré de la façon dont une personne tombe lorsqu'elle est victime d'une mort inattendue. Une fois toutes ces stratégies mises en place, il était temps pour Jules Dalou de mettre en œuvre ce qui était nécessaire. Jules Dalou a utilisé du bronze pour ériger la sculpture et ironiquement, il a choisi de donner à la sculpture un renflement observable sous sa ceinture sans que l'on puisse connaître les intentions de ce choix. L'effigie en bronze grandeur nature de Noir Victor est devenue un symbole de fertilité et de satisfaction. En ce qui concerne le symbole, on pense que Victor Noir était en période de fiançailles avec sa femme et que malheureusement la mort a privé l'événement d'un mariage. Le dessin a suscité l'intérêt de nombreuses femmes dans le monde entier et la plupart d'entre elles se sont rendues sur la tombe pour apprécier l'art dans sa promiscuité. Il est amusant de constater que certaines femmes ont même frotté le bourrelet du pantalon de la sculpture tandis que d'autres ont embrassé des lèvres Victor. Il est intéressant de noter que de tels actes à l'égard de la statue ont été accompagnés de nombreuses récompenses superstitieuses. Par exemple, toucher le pied droit de Victor vous rendra enceinte, et toucher le pied gauche de Victor permettra à une femme d'avoir des jumeaux. De même, le frottement de la zone génitale est associé à une vie sexuelle heureuse. Sans oublier que placer une fleur dans le chapeau haut de forme retourné augmente les chances d'être plus fertile. Depuis, les visites fréquentes des femmes ont permis aux différents endroits de la statue, comme les lèvres, les bourrelets et les pieds, de briller principalement en raison des frottements. De plus, la couleur d'origine du bronze a été déformée et s'est transformée en une version verte du bronze oxydé. L'attention portée à la sculpture a été telle que des célébrités sont venues accomplir ce rituel. Parmi elles, l'actrice Dita Von Teese, qui fait fureur sur Internet, est comparée à Marilyn Manson, qui était une actrice de premier plan. Étant donné que Dita Von Teese n'a pas d'enfant et qu'elle cherchait désespérément à se servir de l'infertilité. Elle a envisagé de trouver divers remèdes à ces situations. L'une des solutions qui lui est venue à l'esprit est de se rendre sur la tombe de Victor Noir pour que son rêve d'avoir un enfant devienne réalité. En 2004, Dita Von Teese a donc pris l'initiative de se rendre sur la tombe de Victor Noir, alors que des photos d'elle circulaient sur les réseaux sociaux, posant de manière séduisante à côté de la tombe. Son geste est devenu viral, car ses mouvements aux côtés d'autres femmes ont véhiculé une mauvaise réputation quant à la manière dont les morts sont censés être honorés. Pour des raisons de relations publiques et de changement d'image, une clôture a été érigée pour empêcher certaines personnes superstitieuses d'accéder à la tombe. Cette action n'a pas plu aux femmes françaises, ce qui les a poussées à manifester à Paris. La manifestation a été menée par l'un des célèbres représentateurs des médias français, Perry Cochin, et à la surprise générale, la clôture a été détruite. Nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Qu'y a-t-il de surprenant dans l'histoire qui précède ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner en partant.